toutes les casernes que j'ai fait, il n'y a pas eu une caserne où on m'a pas dit il y avait quelqu'un qui s'est suicidé. Je me suis dit, si je fais ça, je deviens un message intemporel, un véhicule, quelque chose qui va influencer positivement d'autres personnes. Tu veux sortir de la dépression ? Tu peux. Tu veux sortir de la dépression ? Tu peux, j'en suis l'exemple, ma mère en est l'exemple, et tellement d'autres gens dans mon entourage. Dans n'importe quel domaine, même celui où tu n'as aucune compétence initiale, tu peux devenir l'extrême inverse. Tout est sur le même spectre. Salut à tous, c'est Ika, bienvenue dans Portrait de Panache, le podcast de ceux qui inspirent la France par leur parcours et surtout par leur panache. J'espère que vous allez bien les amis, n'oubliez pas, on like, on commente, on partage, je le dis à chaque fois, mais c'est devenu une petite rengaine que j'apprécie, donc n'hésitez pas, on n'est encore pas beaucoup d'abonnés, alors que les invités sont de plus en plus prestigieux, surtout celui d'aujourd'hui, donc voilà. C'est à vous de jouer, on envoie, on commente, mettez panache en commentaire, donnez-nous un peu de force, surtout, en fait, si vous avez cliqué, ça veut dire que ça vous intéresse. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui pourraient être intéressés. Sauf que ces autres gens, ils ne voient pas la vidéo tant que vous n'avez pas interagi avec. Donc, c'est à vous de jouer. Voilà, j'attends. Quand vous voulez. C'est bon ? Allez, très bien. Aujourd'hui, je reçois Swami. Swami, c'est un ancien marpeau, un marin-pompier de Marseille. Il est devenu derrière coach sportif et surtout, il a fait quelque chose d'assez exceptionnel, et là on peut parler de panache. Il a un très bon ami à lui qui malheureusement s'est donné la mort pendant sa carrière sous l'uniforme, et il a voulu transmettre un message d'espoir pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. C'est un sujet qu'on va traiter dans cette vidéo aujourd'hui, et pour porter ce message, il a fait le Tour de France en courant, c'est-à-dire qu'il a couru une trentaine de jours, il a parcouru 35 casernes tout autour de l'Hexagone, en faisant un marathon, voire plus certains jours par jour. Voilà, donc vous voyez un peu l'idée. Ça, c'est du panache, et c'est Swami qui l'a réalisé. Bienvenue Swami dans Portrait de Panache. Merci de m'accueillir. Et bien merci d'avoir accepté mon invitation. Là, personnellement, je suis très honoré de t'accueillir, et je trouve que tu incarnes pleinement le titre de cette vidéo, donc je suis très heureux que tu sois là aujourd'hui. J'espère être à la hauteur. En tout cas, je pense que je vais pouvoir raconter mon histoire d'une façon qui va créer de l'empathie et de l'engouement chez le spectateur. Ça, j'en suis persuadé. Eh bien, j'en doute pas non plus. Alors, on va commencer par le commencement. Donc, tu as débuté ta carrière chez les Marpeaux. Comment ça s'est passé ? À quel âge tu as commencé chez eux ? J'ai passé le concours d'entrée à 19 ans, après 2 ans à errer, à collecter quelques euros pour me payer mon permis de conduire qui était nécessaire à l'inscription. Ensuite, je suis rentré à l'âge de 20 ans chez les Marins-Pompiers. Ok, et donc tu as fait combien de temps là, chez Marins-Pompiers ? Un contrat initial, c'est-à-dire 4 ans. 4 ans jusqu'à 2023, fin 2023. Ouais. Et donc, pourquoi être rentré chez les Marins-Pompiers ? Est-ce que tu avais toujours eu cet attrait pour l'uniforme, ou est-ce que ça s'est fait par un concours de circonstances ? Moi, j'ai été bercé avec les films d'action. Ouais. Je suis un grand fan de films d'action qui dépeignent pas forcément la réalité. Maintenant, on s'en rend compte avec le temps et les années. Mais quand j'étais gosse, j'adorais... celui qui a le mieux représenté, je pense, c'était Expandable. Quand il y a celui qui est sorti, je me suis dit, mais c'est quoi ce banger ? Et je me suis dit, je veux que ce soit ça ma vie. Donc de base, c'était commando, ma vocation. Depuis tout gosse, vraiment, je voulais être le soldat d'élite. Et je m'entraînais pour, d'ailleurs, tous les jours que Dieu fait. J'étais 2-3 entraînements par jour, des fois même 4 à courir dans la nuit, etc. Bref, il y a plein d'histoires que je pourrais raconter. Et il y a eu un gros shift dans ma vie à 16 ans. À 16 ans, j'ai eu une grosse prise de conscience. Je voyais plutôt la vie en noir jusque-là. Et je me suis dit qu'il y avait d'autres ressources en moi que j'avais envie de développer, que j'avais envie de les mettre en œuvre d'une autre façon. Et je me suis tourné plus, du coup, vers autrui, l'empathie, l'aide. Et je voulais avoir, dans mon quotidien, finalement, un impact direct sur la vie d'autrui. Vraiment avoir cette sensation, sauver une vie. Bien que les militaires, les commandos, c'était d'ailleurs l'intention principale initialement, en sauvent, mais de façon indirecte. Du coup, on le perçoit moins dans son quotidien. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir cette action directe, d'aller plonger dans la misère sociale, comme j'ai pu le faire, et d'aller, du coup, relever des gens qui sont très, très bas dans leur misère, justement. Ok, donc c'est comme ça que tu as postulé chez les pompiers, du coup. Et pourquoi les marins-pompiers ? C'est plus une question de géographie ou... Il y avait 2 choix. Je voulais garder ce côté unité d'élite. Donc, je voulais vraiment aller dans quelque chose de péchu.
il y avait soit la BSPP, soit le BMPM. Et moi, depuis que j'étais gosse, j'ai grandi en Alsace, je partais en vacances dans le sud, et vraiment, il y a une réalisation qui m'est venue. J'ai regardé ma mère, je lui ai dit, mais j'avais, je sais plus, 8 ou 10 ans, je lui ai dit, mais pourquoi on vit pas là? Tout est mieux. Il y a le soleil, il y a la mer, les gens sont plus sympathiques, et pour moi, à partir de là, c'était une évidence que j'allais vivre dans le sud. Donc le choix, il a été tranché très facilement. J'ai pris Marseille pour le cadre de vie. D'accord, ok. Et alors, si tu le veux bien, on va parler un petit peu de cet épisode dramatique avec ton ami. Donc, est-ce que tu peux me parler un petit peu de Dudu, ton ami, pour qui tu as fait cette fameuse course? Ouais. Rémi Duvel, R-E-M-Y, faut pas s'y tromper. Les médias se trompent toujours dessus, donc je le précise. Ouais. Il faut Ça pas toujours la recherche. Rémi, on s'est rencontrés lors de la formation militaire initiale. Donc, le militaire d'exception, hein. Franchement, irréprochable. Il sortait déjà d'un premier contrat dans l'armée de terre. Il était exceptionnel en course à pied. Donc aujourd'hui, son record en marathon, j'ai plus le temps exact, mais c'est 2h50. Ok, ouais, ça Donc, commence à être déjà pas mal. Ouais. Ouais, 4 au kilo, 4,01 au kilo pendant 42 bornes. Donc voilà, Ok. c'était vraiment le mec sur qui on pouvait s'appuyer pendant la formation, le gars sur qui on pouvait prendre exemple, parce qu'il avait son expérience préalable, parce qu'il incarnait les valeurs, parce que sportivement parlant, il était au point, parce qu'au-delà d'être un coureur, c'était pas le coureur tout fin là, dont on a l'habitude, c'était un coureur adapté au terrain, adapté à l'opérationnel, avec un physique derrière qui était capable de porter des charges, qui était capable de sortir ses camarades du feu s'il le fallait. Et donc assez rapidement, je l'ai identifié comme un de mes mentors, entre guillemets, quelqu'un dont je pouvais m'inspirer. C'était pas officiel, c'est totalement officieux, hein, ça se passait au sein même de ma tête. Et une fois arrivé sur Marseille, donc il s'est blessé pendant la formation, je passe les détails, on s'est retrouvé sur Marseille, il était intégré en unité, etc. On fait nos petites soirées où on se retrouve, on devient amis, etc. On fait des runs ensemble, forcément, c'est son domaine de spécialité. Et je déménage et on se retrouve voisins. Et donc là, la relation se rapproche encore d'un cran, même si, et ça je l'ai jamais caché, ça n'a jamais été un ami de premier cercle. Ouais. On est clairement dans l'entourage, les gars avec qui j'ai gardé des liens forts parce que la formation, etc. Mais j'ai jamais été du premier cercle, et d'ailleurs j'ai monté le projet avec ces amis de premier cercle parce que c'est ce qui semblait le plus logique, bien sûr. Et petit à petit, je me rends compte que je mets plus à profit le boulot que les amis, la famille, etc. Je refuse pas mal de ces invitations, et là tombe l'événement majeur qui déclenchera tout ce qui s'est passé. Le 9 décembre 2024, je rentre à la maison d'un footing, justement, et je vois le camion de pompiers en bas, chez nous, quoi, dans notre rue. Des camions de pompiers à Marseille, il y en a partout, je me pose pas de questions. Juste, je les regarde, voilà, parce que c'est les pompiers, ça attire les yeux, et puis parce que je suis du milieu, logique. J'essaie de voir si j'en reconnais quelques-uns, peu importe. En tout cas, tout ce que je vois dans leurs yeux, c'est du dépit, de la noirceur, bref, des gars qui pètent pas la joie de vivre, quoi. Je me dis, tiens, j'étais déjà parti de l'unité à l'époque. Je me dis, j'ai bien fait de partir. C'est pas mon milieu, ça. Moi, j'ai besoin de bonnes vibes, j'ai besoin d'un milieu qui me galvanise, qui me donne de l'énergie, pas ça, quoi. Je me rappelle de plein de souvenirs, etc. Presque genre je jette la pierre, tu vois. Ouais. Un peu de ressentiment, alors que je les connais pas, les gars dans le fourgon, clairement, c'est très immature de ma part. Mais bon, on est humain, on a tous des réflexions des fois qui sont hors de notre contrôle et qu'on trouve irrationnelles par après. Et je m'en rendrai compte par après. Je rentre chez moi, je mange avec ma fiancée, je me douche, je vais au lit. Et là, on s'apprête à dormir, on allait éteindre la lumière, je crois, on l'avait éteinte, je ne sais plus. Et je reçois un appel. Bon, je réponds pas, je suis prévu d'aller dormir. Je suis pas du genre à répondre aux appels quand je suis en train de faire quelque chose d'important. En l'occurrence, dormir, je trouve ça important. Je suis quand même un athlète avant tout, je fais attention à ma récupération. Les appels se poursuivent. Donc je regarde qui c'est, et là je vois que c'est un ami justement de notre groupe de formation qui allait pas bien à l'époque, avec qui j'avais souvent des discussions pour essayer de le soutenir un peu. Mais là, bon, c'était pas le moment, quoi. J'allais dormir. Et là, les appels se répètent. Et on arrive à 10 appels. Et là, je me dis, il y a un problème. Faut que je décroche. Je vais passer à côté de quelque chose.
Donc là, je m'apprête à le soutenir, à passer un moment avec lui au téléphone, parce qu'on passait souvent 1 heure au téléphone quand il m'appelait. Ok. Et il m'annonce, il me dit c'est Rémi. Je dis quoi? Il me dit il n'y a plus de Rémi. Rémi est plus là. Je dis, comment ça? Il s'est suicidé. Ça me fait bizarre sur le coup. Je commence à trembler, un peu comme là. Et donc là, forcément, ma fiancée qui comprend rien, qui me voit perdre le contrôle de mon corps, moi qui d'habitude ai pas mal de contrôle sur mon corps et mon esprit, la preuve en est ce que j'ai pu réaliser au profit de ce dernier. Et en fait, je lui annonce, tout naturellement, il continue le dialogue en me disant que c'est nos formateurs, donc ceux qui nous ont accueillis à Marseille, qui étaient les chefs de groupe sur l'intervention. Donc là, pareil, je me dis, mais c'est absurde, c'est une blague, c'est un théâtre. La vie, elle met des éléments comme ça qui sont pas du tout censés s'aligner ensemble, en fait. Rémi se suicider, c'est pas cohérent. Ouais. Rémi, c'était un gars qui avait la joie de vivre. C'était un gars qui n'a jamais... Il a montré des signes. D'ailleurs, on en a fait la récolte par après, hein, mais des signes dont on n'aurait jamais cru qu'il mènerait un acte aussi fort, quoi, envers sa propre personne. Jamais. Et donc, bien obligé d'accepter la réalité. Au bout d'un moment, je prends les informations et je me rends compte. Et du coup, je prends la décision de retourner en bas de chez lui pour voir s'il y a encore le fourgon, pour voir... je sais pas pourquoi, en fait. J'en ai aucune foutue idée de pourquoi j'y retourne. C'est instinctif. Et on décide aussi de tous se réunir à la caserne la plus proche, celle qui a envoyé le fourgon, justement, avec les gars de ma formation, etc. Et la suite, c'est qu'on s'est tous pris dans les bras, qu'on a tous digéré la nouvelle et que ça a pris un bout de temps à décanter, qu'il y a eu l'enterrement, forcément en grande pompe, parce qu'un enterrement militaire avec un gars qui a fait 2 unités différentes, qui a impacté positivement partout où il est passé, qui était membre de plein de clubs sportifs. Bref, c'était vraiment un très bel enterrement. Et là, j'avais déjà l'idée qui avait germé dans ma tête, parce que c'était un projet que j'avais déjà rejoint, la traversée de la France en courant, 1 mois auparavant. Ah ouais? Pour lutter contre le suicide. Donc, c'était déjà le thème. Déjà conscient de ces choses-là, quoi. C'était un sujet qui t'avait déjà parlé. Ouais. Et donc j'avais déjà commencé à opérer la transition dans ma tête de je fais un projet de traversée de la France en courant pour lutter contre le suicide à je fais un hommage à mon ami. Et donc j'ai glissé une phrase à son père que j'avais jamais vue auparavant. Je lui ai dit une lumière ne cesse de briller que quand on ne cesse de l'entretenir, et on va faire des choses pour entretenir celle de Rémi. C'est pas fini, vous allez entendre parler de moi, on va faire des choses pour Rémi. Et je suis parti. Forcément, lui, il était dans un flou complet, il a même pas retenu cette phrase, on en a reparlé après, mais moi c'était fini, quoi. Du moment où j'ai dit ça, c'était scellé. Ouais. On allait faire quelque chose pour Rémi. J'avais pas encore tous les tenants aboutissants, mais quelque chose allait se produire. Ok. Et donc, à ce moment-là, Rémi, il était encore, chez les pompiers, ou il avait terminé? Non, il était encore sous l'uniforme, du coup. Ouais. Et toi, du coup, cette initiative de rejoindre donc, la traversée, là, comment ça s'était fait? Parce que moi, je pensais, du coup, que c'était plutôt cet événement avec Rémi qui t'avait poussé à ça, mais donc, en fait, c'était déjà un sujet est-ce que tu le connaissais déjà? Est-ce que tu avais déjà vécu ça auparavant? Ou est-ce que c'est un sujet qui est plus... Enfin, c'est vrai que c'est un sujet qui est connu pour les personnes sous l'uniforme, mais... c'est pas anodin. J'ai pas rejoint ce projet comme ça parce que je trouvais que c'était beau, que ça donnait un sens à ce que je faisais. Le sens, je suis très bien capable de le trouver moi-même. Et justement, en fait, pourquoi le projet m'a parlé? Donc c'est Alexandre Tournier, un autre athlète qui a aussi traversé la France en courant. Du coup, c'est très très beau aussi ce qu'il a fait. Il a publié ça sur les réseaux et il a dit qu'il recherchait des sponsors. Moi, je suis pas sponsor, mais je voulais en être, donc j'ai pris le mail et j'ai direct envoyé le mail. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui, moi, personnellement, si on veut trouver un sens à l'existence, je suis en train de trouver le mien progressivement, qui m'a suivi toute ma vie. C'est-à-dire que
dans ma famille, il y a des problèmes de santé mentale, notamment ma mère qui est d'accord pour que j'en parle. Les dépressives chroniques, j'ai jamais, jusqu'à très récemment, j'ai jamais connu sans cette phase permanente là qui revenait de dépression où elle prenait des médocs, où elle était capable, un petit côté, elle avait un côté, le mot est terrible à dire, j'aime pas le dire, mais elle avait un côté hystérique aussi. Du coup, c'était crise sur crise en fait. Et j'ai appris à gérer ça comme un gosse qui apprend à gérer les choses sur le tas, mais ça a forgé pour moi un intérêt particulier pour ce sujet. Moi-même, du coup, j'ai eu beaucoup de déboires. De mes 13 à mes 16 ans, ouais, c'est ça. Je fumais entre 5 et 10 joints par jour. En même temps, des entraînements pour devenir commando. Ouais, c'est fou. J'avais déjà ma vision en tête, mais voilà, il y avait tous ces déboires qui causaient une double vie. Voilà, j'étais mythomane, personne ne connaissait ma vie, j'inventais toujours une nouvelle vie à toutes les personnes que je rencontrais. Très violent, je cherchais à me battre en permanence, je cherchais à être vraiment le boss de la cour de récré, quoi. Genre, je voulais vraiment que tout le monde ait peur de moi. Enfin bref, il y avait ce côté-là. J'y arrivais pas à 100%, mais c'est vrai que je gagnais des points dans le leader, tu vois, des mecs violents petit à petit. Ok. Je vendais des stupéfiants, etc. Il y avait tout ça, quoi. Et j'allais souvent au commissariat, bref, j'étais sous inspection sociale, enfin bref, plein de trucs. Un cocktail qui forcément a créé pas mal de mal-être en moi, hein. Forcément, c'est pas juste des impulsions, ça a des conséquences qui font qu'il y a eu des moments où ouais, j'ai vraiment considéré l'idée du suicide. Et suite à la révélation que j'ai eue du coup à mes 16 ans, dont je t'ai parlé plus tôt, j'ai changé complètement ma façon de voir les choses, mes projets de vie, etc. Et là, je me suis dit, putain, une autre vie est possible. Tu passes d'une vision des choses où t'es la marionnette de la vie, tout te tombe dessus, t'es responsable de rien, tu prends des impacts à droite, à gauche, tu sais pas comment tu vas t'en sortir, t'as aucune lecture des règles sous-jacentes de l'existence. Ah, d'un coup, putain, j'ai le pouvoir sur ce qui m'arrive et il y a vraiment possibilité de, même dans ma perception des choses, de changer mon monde. Et donc après dans mes actions, et donc de créer une réalité qui n'a plus rien à voir à la toute fin, quoi. Ce qui s'est passé en l'espace d'un an, j'ai vraiment décidé d'acter volontairement, que ce soit sur mon physique, sur mes notes à l'école, vu que j'étais encore lycéen à l'époque, sur mes relations avec ma famille. Je voulais que tout se règle dans tous les domaines que j'avais jugés comme étant catastrophiques. Mais il y a eu un élément déclencheur. Là, je pense que c'est une des choses qui fait que j'ai une certaine spiritualité aujourd'hui, c'est que ça m'est vraiment venu, quoi, de l'intérieur, quoi. Okay. Il y a eu en effet le fait que je suis parti en vacances, ça faisait des années qu'on n'était pas parti en vacances, ça m'a changé de cadre de vie. Il y a plein d'éléments rationnels, logiques qu'on peut toujours trouver derrière les choses. Et il y a un autre bout, des choses derrière lesquelles on a beau chercher, on ne trouve pas d'explication, du moins pas suffisante. Pas pour qu'il y ait une telle explosion neuronale. Je suis vraiment passé d'un système nerveux qui était comme ça, dans des sillons neuronaux qui me projetaient en permanence vers des idées de merde, à un système nerveux qui va vers le bon, qui aspire vers le bon, qui va chercher le bon dans la vie. Et ce changement aussi brutal, juste parce que je suis parti en vacances et que oui, en effet, j'ai rencontré une famille de laquelle je me suis inspiré, je me suis dit, je veux que ma future famille, elle ressemble à ça, ils m'ont accueilli, ils m'ont invité au restaurant, etc. Je pense pas que ce soit suffisant pour expliquer. Ça pourrait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime plus l'attribuer à quelque chose un appel que j'ai suivi. Et à partir de là, tout a changé. Et donc, forcément, je me suis dit, passant d'une vie complètement que je voyais vraiment, peut-être que de l'extérieur, en effet, je regardais souvent les reportages sur les gens qui vivaient la guerre, etc. Il y avait des cas pires que moi, mais dans ma vie de tous les jours, c'était tellement noir que je me disais quand même, mettre fin à ces jours, ça reste une solution plus agréable. C'est quand même assez impressionnant. Et donc, je me surtout suis dit, à cet âge-là, ouais, en plus, t'étais quand même jeune. Une certaine lucidité qui m'emmenait vers le négatif. Mais... Ouais. Et du coup, je me suis dit, putain, si moi j'ai pu faire ça, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir faire ça aussi dans leur vie. Et je me suis mis à l'appliquer sur les personnes de mon entourage qui jugeaient, du coup, étaient dans une spirale négative. Et j'ai réussi à en sortir un paquet comme ça. Et je me suis toujours dit, putain, comment je vais réussir à transmettre ça aux gens ? Et là, ce projet, pour moi, c'est toujours le même message de fond, c'est incarner l'espoir. Ce projet de traverser de la France en courant, génial, ça allait montrer à plein de gens qu'il y a des choses qui leur semblent impossibles au jour d'aujourd'hui, qui sont possibles, parce que je viens pas
d'un passé particulièrement facile. Et donc, je me suis dit, putain, en plus, pour lutter contre le suicide, en mettant des sous dans une cagnotte pour une asso déjà prévue pour, etc., ça coche toutes les cases. Et là, un événement, encore une fois, inattendu, occure dans ma vie. Boum, mon voisin se suicide. Qui plus est, continge, frère d'armes, Ouais, un mec super, enfin bref. Là, je me suis dit, mais il y a encore un message à aller pousser. Là. Il y a quelque chose, la vie m'envoie des signaux et il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et donc, assez naturellement, le projet s'est reconstruit autour de ça. Et voilà, t'as un peu toute la trame Ouais, d'accord. depuis très loin. Et donc, comment après tu t'es préparé? Comment t'as réfléchi à ton plan d'action pour faire cette course? Il n'y a pas de plan d'action. T'as mis tes chaussures et t'es parti, quoi. C'est ça. Non, en fait, c'était une année charnière. J'avais 25 ans. Et moi, il faut savoir un truc, c'est que du coup, quand j'ai eu ce déclic à 16 ans, je me suis rendu compte qu'il allait falloir avoir un cap, une notion qui t'est chère aussi, tu en as parlé avant. Et j'ai écrit un plan de vie. Ok, à 25 ans, ouais, tu t'es mis son... Ok. À 17. Ouais, 17, Juste après la révélation. Ok. Et en fait, 25 ans, c'était une année assez charnière. Parce que je savais que jusqu'à ce que j'ai fait l'armée, etc., machin, j'allais être dans une phase un peu de construction où j'allais acquérir de la confiance en moi, acquérir de la vision sur le monde, acquérir des compétences, etc. Mais que j'allais pas encore faire de grands booms dans ma vie parce que je partais trop loin. Je savais que ça allait mettre beaucoup de temps. Mais il est vrai que de 25 à 30, j'ai mis des éléments où, en effet, le moi de l'époque, il n'était pas du tout apte à faire ça et il pouvait que les rêver. Et j'ai eu juste une confiance aveugle en le fait que si j'appliquais le plan de 17 à 25 je serais la personne pour réaliser ces choses-là. C'est pas grave, j'y crois pas, c'est des rêves, c'est fou, c'est les autres. Applique le plan. J'ai suivi le plan de 17 à 25. Et à 25, je me suis réveillé, j'ai repris la feuille, j'ai fait, mais putain, maintenant il faut que je me mette à faire ces choses-là. Et il n'y avait aucun espace dans ma vie pour les accueillir. Et j'ai dit, non, mais c'est sur le plan, on fait. Du coup, il y avait un Ironman, du coup, j'ai fait un Ironman. Et il y avait de commencer des défis de barge, comme la traversée de la France en courant. Je me suis retrouvé là-dessus. Il y avait plein de choses. Donc, tu as respecté le plan. Ouais. Alors, avec certaines adaptations évidentes, hein, mais on est sur un 80% de respect du plan. Ouais. Bah, félicitations, c'est pas toujours facile de respecter son plan. Moi, je suis adepte des plans aussi. C'est pas toujours simple d'aller au bout de ces réflexions comme ça, donc c'est admirable. Mais du coup, il n'y avait pas d'espace dans ma vie pour réaliser ce défi. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de préparation, en fait. Ouais, ok, je comprends. Parce que, en fait, juste, c'était là, il fallait que je le fasse. Et donc, il y a eu une petite préparation d'1 mois et demi à un moment. Je ne peux pas mentionner ça comme une préparation pour un événement comme ça. 1 mois et demi, c'est court pour un mois de course. C'est ça. J'étais en chantier sur tous les plans. Et c'est un des messages que je veux passer aussi. C'est que j'étais en chantier sur tous les plans. Vraiment, j'étais en train de faire ma transition professionnelle. Je préparais ma demande en mariage. J'avais plus aucune finance, temps et énergie. Et c'était sur le plan, bordel. Donc, il fallait que ça se réalise. Donc, je l'ai fait. C'est tout. Voilà. On est après, c'est fait. Carré. C'est tout. Bien sûr, personne n'y croyait, et moi le premier. Et du coup, j'en parlais à personne parce que tout le monde allait m'enfoncer dans le fait que c'est pas réaliste. Mais c'est ça que je veux transmettre, bordel. C'est quand tu prévois un truc, tu l'écris quelque part, tu l'écris avec assez de conviction et tu tends la ligne jusqu'à ce que ce soit arrivé, bah ça arrive, c'est tout. C'est tout. C'est qu'une question de temps après, ce qui te sépare de... Et de volonté quand même. Oui, voilà. Volonté ou discipline, peu importe à quel moteur tu marches. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu suis le plan et que tu appliques toutes les actions, au bout d'un moment, ça apparaît dans ta vie, quoi. Demain, tu veux être millionnaire, tu peux. Il n'y a aucun souci. Il y a juste une quantité de choses à faire colossales et de sacrifices colossaux, mais n'importe qui peut le faire. Tu veux sortir de la dépression, tu peux. Tu veux sortir de la dépression, tu peux, j'en suis l'exemple, ma mère en est l'exemple, et tellement d'autres gens dans mon entourage, je ne vais pas mentionner parce que je n'ai pas les accords. Dans n'importe quel domaine, même celui où tu n'as aucune compétence initiale, bah, tu peux devenir l'extrême inverse. Tout est sur le même spectre. La nullité absolue comme l'excellence. C'est un même spectre. Tu es positionné sur ce spectre, donc tu peux te déplacer dessus. Voilà, c'est un des messages clés que je veux transmettre aussi. Et bien donc... dans certaines phases, notamment de dépression, pour toi, c'est quoi un peu les choses qui peuvent aider? Parce que
Alors moi j'aime bien ce message qui donne un peu de l'espoir aux gens, mais s'il y en a qui vont donc jusqu'à l'irréparable, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi donc à se déplacer sur ce spectre. Et donc comment faire pour les aider là-dessus? Après c'est un vaste sujet évidemment, mais... Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un vaste sujet. J'ai essayé de donner une réponse qui permette à quelqu'un qui est là en train d'écouter la vidéo et qui est dans ce cas-là de faire les premières actions. Mais c'est clair que je peux pas lui tracer toute la roadmap. Faudrait qu'on passe des journées entières et qu'on boive beaucoup de café. Euh, mais l'espoir, c'est mon message principal et c'est pour ça. C'est parce que c'est le jour où j'ai repris espoir que je suis sorti de cette spirale infernale. Il faut qu'il trouve quelque chose qui le raccroche. Mhm. Il faut qu'ils reprennent feu. Il faut qu'ils sentent cette énergie qui certains appellent le stress, qu'ils les rongent là et qui transforment ça en énergie créatrice. Qu'ils mettent ça en place dans sa vie, dans un domaine qui l'intéresse particulièrement, dans lequel qu'il ait des appétences ou pas, des facilités ou pas, peu importe, il commence par passer du niveau 1 au niveau 2. Il prend le cap sur le niveau 100, mettons, comme j'ai pu évoquer avant, ça parle à beaucoup de gens, je sais pas pourquoi, devenir millionnaire. Voilà. Les gens sont vraiment matrixés par l'argent. Quelqu'un qui est déprimé et qui a l'impression qu'il a aucun pouvoir sur sa vie et que tout part à la dérive, il faut qu'il croie en le fait déjà que ce soit possible de devenir millionnaire. Ensuite, ça c'est son cap, c'est son niveau 100. Ensuite, il prend le niveau 2, la première marche qu'il peut faire pour ça. Développer une compétence à haute valeur ajoutée. Prends le truc dans lequel t'es le meilleur, t'adores faire et les gens ont besoin de ça. Bourrine-le. Achète tous les livres sur le sujet et ensuite fais des résumés et ensuite extrais le nectar de ça et deviens exceptionnel dans ce domaine, change la vie d'une personne gratuitement, récolte son témoignage et ensuite commence à storyteller là-dessus, à vraiment raconter dans tous les sens comment tu as réussi à faire ça, à apporter de la valeur, à expliquer comment tu as fait ça pour lui, mais comment ça pourrait se passer pour d'autres, tu fais des cas dérivés, études de cas, machin, boum, commercialise ton produit, voilà. Bref, prends la première étape. Du moment où tu es dans l'action et que tu sors de la surmentalisation et de le monde est noir, le monde est ci, le monde est ça, agis. Et après, tu auras le temps peut-être de réfléchir à comment le monde est. Tu te retrouves 5 ans plus tard, tu peux réfléchir à comment le monde est avec un meilleur système mental. Et d'un coup, tu es sorti de la dépression et tu as construit un empire entre-temps. Voilà. Moi, c'est un cas hyper niché, mais vraiment, genre, première étape, prends espoir en le fait que... Une étape à la fois, quoi. Tu voilà. montes l'escalier progressivement, Ouais, attends pas que l'ascenseur arrive direct au son non plus, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors pour revenir un petit peu sur cette course, c'était quoi la première étape alors sur cette course parce que donc on voit ton sac, d'ailleurs tu peux peut-être le montrer à la caméra, mais tu as quand même visité pas mal de casernes et ils t'ont donné pas mal de petits goodies. Ouais. Comment ça s'est fait? Alors tu les as appelés en amont, tu t'es juste présenté à la porte, t'as fait toc toc et t'es rentré. Comment ça? Pareil, ça c'est un des trucs où encore une fois, il n'y a pas besoin de beaucoup de prépa pour faire des grandes choses. J'avais que les premiers 5 jours qui étaient validés pour dormir dans les casernes. Tout s'est construit au fur et à mesure et tout est devenu de plus en plus facile au fur et à mesure que le projet grandisse aussi. Hein. Les gens ont entendu parler par les réseaux. J'ai beaucoup démarché. Pendant que je courais, d'ailleurs, j'étais tout le temps au téléphone, etc. Ah oui, donc tu courais et en même temps tu t'es fait... Parce que c'était impossible de tout caler dans une journée. Même avec tous les gens qui m'aidaient. Ouais, non, c'était vraiment lunaire. Et donc les 5 premières, ça se passe super bien. Il y a France 3 qui vient, machin. Donc forcément, après, tout s'ouvre. Et petit à petit, en fait, il y a eu de moins en moins de problèmes. La question, c'était plus où est-ce qu'on va dormir, c'était est-ce qu'on va pouvoir faire l'intervention. Parce que de base, c'était juste traverser la France en courant, quitte à dormir dehors, etc. Et petit à petit, on est rentré dans un projet beaucoup plus vaste avec des interventions de sensibilisation sur la santé mentale dans chaque caserne. Et en fait, je crois qu'il y a très peu de casernes... ça se compte vraiment sur les doigts d'une main où j'ai pas fait cette intervention en fait. Ouais, parce que donc, ça leur parlait quand même. Et c'est un sujet on s'en rend pas forcément compte, je pense, notamment dans la société civile, parce qu'on n'en parle pas déjà, parce que dans les armées et pour les forces de l'ordre en règle générale et l'uniforme, il y a un côté un peu santé mentale, fragilité, faut pas le montrer, et donc on met un peu sous le tapis, on cache un peu ces sujets-là. Mais c'est un sujet qui est quand même de plus en plus abordé et surtout omniprésent en fait dans l'institution, j'ai l'impression. Moi j'en ai eu pas mal comme invité et donc ouais, ça parlait en tout cas à ceux à qui tu faisais cette intervention. Ça leur parlait parce que
de toutes les casernes que j'ai fait, il n'y a pas eu une caserne où on m'a pas dit il y a quelqu'un qui s'est suicidé. Non, dans cette caserne, il y a jusqu'à 10 ans ou plus tard, mais il n'y a pas eu une caserne où il n'y avait pas quelqu'un qui avait connu un suicide, quoi. Et du coup, j'ai établi la stat personnelle, qui n'a aucune valeur statistique, il n'y a aucun pompier qui a entre 2 et 50 bottes qui n'a pas connu un suicide dans quelqu'un qui le connaît, quoi, du coup, de vue ou qu'il a travaillé avec ou qu'il est devenu ami, quoi. Il y a des stats qui sont... C'est aberrant, ça fait vraiment prendre conscience. Il y a 3000 morts par accident de la route par an en France. Tout le monde a déjà vu un spot publicitaire sur les accidents de la route. On les a tous en tête, là, ils nous reviennent tous, ils sont super bien faits d'ailleurs. Et grand bien nous fasse, c'est très bien. Il en faudrait plus d'ailleurs, parce que des fois, ça m'arrive de prendre mon téléphone sur la route. Et quand je vois la pub du mec qui prend son téléphone et sa vie détruite, grand bien nous fasse. À ton avis, il y a combien de morts par suicide par an en France ? Bah, je me rends pas compte, quoi. Si tu me dis que c'est plus que l'accident de la route, si tu me dis 3000 par an, bah, je sais pas, je dirais 6000 peut-être le double, ouais. Bon, là, t'es biaisé, t'as une certaine réflexion logique qui te fait dire ça va être plus. Mais initialement, si j'aborde pas le sujet comme ça, tu te dirais c'est égal ou inférieur. Forcément, jamais je me serais rendu compte de ça. Et en fait, c'est 3 fois plus. Ah ouais. C'est 3 fois plus, c'est 9000. Et sur le plan du battage médiatique, là, bah, on est 0 en fait. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de communication sur ce sujet, il est trop désagréable, personne n'a envie de le regarder en face. Et il y a aussi la question de mais qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est toujours ça la question. Je fais mes interventions, bam, j'arrive à la partie 5. Les gens, ils ont totalement compris, ils sont là, oui, c'est un sujet sérieux, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et encore une fois, c'est un sujet complexe, on va pas le délier ici. Mais tout ça pour dire que il y a une vraie nécessité de parler de ce sujet, de le regarder en face. C'est la première étape, de le regarder en face. Je vais mal. Je vais sacrément mal. Et j'ai intérêt à m'occuper de moi. Et mon pote, là, c'est pas juste « Ah ouais, il est comme ça. Ah ouais, il boit beaucoup, lui c'est... » Non. En fait, il a des comportements qui sont pas du tout tolérables. Et il faut le reprendre en main, il faut le secouer, ce gars. Et il dira merci plus tard. Au début... C'est le cas, du coup, de Rémi ? Rémi, c'est l'exception qui confirme la règle. Ah ouais, lui, ça se voyait pas tant que ça, quoi. Non, j'aurais tellement aimé le voir. Après, dans l'intervention qu'on fait, c'est ce qu'on explique, c'est que par après, tu vois, si on était mieux formé, on aurait vu certains signaux. Ouais. Certains signaux qu'on a minimisés, qu'on a peut-être inconsciemment pas eu envie de voir, tu vois. Qu'on n'avait pas l'énergie, pas la ressource d'aborder sur le moment. On s'est dit, il se débrouillera avec ça. Inconsciemment, c'est pas ce qu'on s'est dit. Non, bien sûr, mais c'est pas les pensées qu'on a eues en tête. Puis vous avez dû repenser, chacun a des problèmes, voilà. Quand c'est un événement comme ça arrive, tu dois te ressasser en permanence les dernières visions que tu as eues de lui. Charles, le père, il a fait tout un travail, vraiment, il a repris dans l'ordre inverse chronologique et il a pointé tous les signaux faibles. Il appelle ça les signaux faibles, qui auraient pu être interprétés, qui auraient dû mener à une prise en charge, à plus d'insistance. Et c'est colossal. Et c'est un de nos messages principaux qu'on véhicule dans les casernes, c'est il y a des signaux faibles, même chez la personne chez qui on le voit le moins, parce que nous, on a l'exemple sous les yeux. Vous n'allez pas nous la faire, en fait. On l'a. Et nous-mêmes, nous ne l'avons pas vu. On fait preuve d'humilité. Nous ne l'avons pas vu. Par contre, c'est pas parce qu'on l'a pas vu, parce que toi, tu l'as pas vu et tu as vu un mec qui s'est suicidé dans ta vie, que c'est impossible. Ça nécessite une formation qui n'est pas en place, qui commence petit à petit, tranquillement, mais que tout humain est digne de ce nom, spécialement qui travaille dans les métiers de l'uniforme, parce qu'il y a 6 à 7 fois plus de suicides dans ces milieux-là que dans la population générale. Ça c'est assez fou quand même. Tu saurais l'expliquer, ça, que ça touche autant les métiers de l'uniforme ? Il y a tellement de facteurs. Un des axes que j'aborde, c'est l'uniforme en tant que tel. Moi, j'adore l'uniforme. J'ai été trop fier de le porter. C'est pas parce qu'on est fier et on adore quelque chose qu'on n'a pas le droit de citer ses points négatifs. L'uniforme, il a un point négatif majeur, c'est que il crée une scission qui est colossale entre l'individu et sa fonction. Quand tu es dans un uniforme, tu es tout le lot de valeurs qu'on associe à cet uniforme, plus
la mémoire de ton passé, plus tout un tas de choses, mais tu n'es pas toi-même. Tu essayes de représenter l'uniforme. On te le dit toujours. Fais attention quand tu portes l'uniforme. Tu ne te représentes pas toi-même. Tu représentes l'ensemble de la profession, l'institution. Ça, c'est une première scission qui peut être difficile à gérer pour certaines personnes. Ne pas être soi-même dans son quotidien, c'est ce que la plupart des gens vivent. Dès qu'on a un métier, on n'est pas exactement soi-même. Et moi, j'aimerais qu'on tende vers une société où tout le monde arrive à être soi-même dans son métier parce qu'il est à la bonne position et qu'on ne se fait pas de mensonges et qu'il n'y a pas de jeu de pouvoir et que voilà, on est juste nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Et on n'est pas en train d'essayer de tirer profit et gain de l'autre. Mais bon, c'est vrai que l'uniforme accentue ce point-là. Sans plus d'explications, c'est hyper critiquable, ça va être difficile de rentrer dans les détails, mais ça, c'est un des premiers points. Il y a le fait qu'on est exposé quotidiennement à des suicides, justement, et d'autres choses qui sont terribles. Que ce soit les milieux de la santé, les militaires sur le terrain, les gendarmes, c'est terrible, les gendarmes, ce qu'ils voient tous les jours, et la police. Et nous, les pompiers, qui les décrochons, clairement, on est exposé à ça au quotidien. Donc, on a tout le panel des solutions qu'on aurait à notre portée pour le faire, si on voulait le faire. On a déjà imaginé, moi, j'utiliserai pas cette solution-là. J'ai vu que, voilà, elle fait trop de dégâts, elle met trop de temps à tuer, etc. On a beaucoup plus d'accès, comme ça, à des choses traumatiques. Et en plus, il y a notre esprit un peu guerrier, un peu viriliste, qui nous pousse à faire semblant que c'est un sujet qui ne pourrait pas nous arriver. Ouais. Parce que on a confondu quelque part compétence, mec sur qui on peut compter, avec quelqu'un qui peut, à un moment donné, avoir une défaillance. On est dans une illusion de la perfection qu'on souhaite atteindre, mais on ne se regarde pas nous-mêmes en face, on n'est pas capable de pointer nos propres failles. Sauf que pour aller vers la perfection, à ce que je sache, le meilleur moyen, c'est de pointer ses failles, pour les résoudre. Donc là, on est dans un paradoxe, un quiproquo, quoi. Il va falloir quelque part regarder en face que oui, on a nos compétences opérationnelles, techniques, sportives, etc. Et il y a notre état interne qui fonctionne en synergie avec tout ça, qui est autant, voire plus important. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur l'uniforme et l'effet de groupe, parce qu'il y a une forme de contradiction au sens où, d'un côté, ça te permet, quand tu rentres dans l'institution, d'avoir une sorte de deuxième famille, de groupe, d'esprit de corps, de soutien de tes camarades, de tes frères d'armes, et donc ça te permet d'avoir un support sur lequel te reposer pour grandir, pour évoluer, et d'un autre côté, en effet, ça te fait sortir en fait de l'individu et donc de ta propre personne, ta propre vision. Donc je comprends que ce soit en effet assez complexe à prendre à bras le corps. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, je sais plus, j'avais fait une vidéo autour du PTSD, le stress post-traumatique, et c'était un ancien de Barkhane au Sahel, donc au Maroc, n'importe quoi, au Mali, pour ceux qui connaissent pas. Donc il avait eu un stress post-traumatique en rentrant de mission, et il m'avait expliqué tout ce cheminement psychique et psychologique, et la difficulté qu'il avait eu notamment auprès de ses frères d'armes. Donc c'est qu'il voyait en fait une forme presque de mépris de la part de certains de ses camarades, parce que en fait la blessure physique, on la voit, on en témoigne et on la reconnaît, et la blessure psychique, elle n'est pas encore complètement reconnue dans le milieu, et lui il l'avait vu et ça l'avait encore plus en fait touché, quoi, et blessé, parce que y a cette forme de peut-être de condescendance vis-à-vis de celui qui est blessé psychiquement, parce qu'il serait plus fragile que les autres. C'est terrible. Là, je viens d'avoir une pensée, parce que celui qui se remet d'une blessure physique, théoriquement, il y a beaucoup plus de chances qu'il soit plus faible dû à cette blessure, à moins qu'il y ait une prise en charge parfaite et les conditions soient incroyables, etc. Celui qui se remet d'une blessure morale, psychique, en général, si c'est bien fait, encore une fois, il peut être beaucoup plus fort par la suite. Il peut s'appuyer sur cet événement traumatique du passé pour créer une version de lui-même qui ne veut plus jamais redevenir. Il a une antithèse à lui-même de laquelle il peut s'éloigner. On dit souvent toucher le fond pour mieux prendre appui pour remonter plus haut. Il y a tellement d'images qui peuvent... il y a tellement d'images qui peuvent expliquer ça. Et encore une fois, l'étape numéro 1, c'est de reconnaître. Si tu peux rien faire si tu reconnais pas ce qui est en face de toi. Je vais pas bien, il va pas bien. Ok, est-ce que ça le définit, ce moment-là ? Non, c'est l'entièreté de sa vie qui le définit. S'il a vécu 80 ans, qu'il a vécu un épisode dépressif qui a duré 2 ans,
Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si ça a été une légende sur les 78 autres années de sa vie, je- et pour que ce soit le cas, pour qu'il ne passe pas à l'acte, bah, il vaut mieux qu'on le pointe du doigt, qu'on dise clairement ce qu'il y a, qu'on mette des mots dessus, tous ensemble, ou tout seul s'il préfère, peu importe, on trouvera toujours une solution, ça dépend du cas, c'est au cas par cas. Mais il va falloir mettre des mots, il va falloir mettre en place des protocoles, et il va falloir prendre ça au sérieux, quoi, pas à la légère, c'est quelque chose qui se passe. Mais je reprends aussi ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'il y a un besoin aussi de volonté individuelle qui est hyper important parce que pour revenir donc à cette fameuse course, t'as quand même couru un marathon par jour pendant 30 jours. Enfin, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Toi déjà, même dans l'épreuve, comment tu faisais pour continuer, surtout sur les derniers jours? Enfin, déjà, moi par exemple, j'ai jamais couru de marathon. Donc en courir 30 d'affilée, pour moi, c'est même pas concevable. Et pourtant, je suis plutôt sportif. Donc, enfin, toi, comment ça s'est fait? Tu pensais à quoi chaque journée qui se faisait en plus à moitié au téléphone en train de chercher des sponsors et l'endroit où tu allais dormir le soir. Enfin, Alors, j'ai exploré pas mal d'états d'être dans les différents défis sportifs que j'ai fait, notamment l'Ironman sans préparation, là, dont j'ai publié la vidéo sur ma chaîne YouTube. allez Un voir. sacré film, franchement. 1h52, il n'y a pas 3 secondes où il n'y a pas un effet, un b-roll, un truc, c'est hyper dynamique, franchement, c'est un banger. Sans vue à tout péter. Ah bah tu vois, on est tous des potes avec Algone, j'ai l'impression. Ah, franchement, j'ai travaillé 4 mois dessus, je crois, enfin bref. Et j'en parle beaucoup de la prépa mentale. En fait, c'est le principal sujet, vu que c'est sans préparation, c'est pareil. Donc, c'était Ironman sans préparation physique. Du coup, j'ai réussi à le faire parce que j'ai mis en place certains jalons et certains ancrages qui ont fait que ça a été réalisable. Néanmoins, je me suis rendu compte d'un truc à travers les années et les défis physiques. C'est que la plupart du temps, quand on réussit un objectif comme ça, on se met en mode robot. C'est-à-dire qu'on ne pense pas, on se déconnecte de ses sensations physiques et c'est à peu près le même procédé psychologique que j'ai évoqué par rapport à la séparation entre l'individu et l'uniforme juste avant. Ouais. Donc c'est une forme alternative de quelque chose qu'on n'a pas envie du coup, pour notre corps, pour notre bien-être, etc. Enfin au-delà du bien-être, vraiment juste... genre vivre quoi. On a envie de vivre notre vie, pas vivre la vie d'un robot, pas être autre chose que soi-même dans l'instant présent quoi. On a envie d'être pleinement présent, être pleinement en possession de ses moyens, de ses capacités. On n'a pas envie de se mettre dans un inframonde où on ne ressent rien et où juste la vie passe et on se tait et on subit. Faut reprendre le pouvoir sur soi-même et donc passer comme ça d'un mode je me mets en robot, je ne ressens rien et je réussis à ma tâche, à un mode je ressens les choses et je suis en train de vivre une souffrance atroce. C'est quand même pas facile. Parce que quand on est dans des défis comme ça, pourquoi on se coupe de nos sensations? Parce qu'elles sont atroces. Ouais, bien sûr. Et donc, pour les réintégrer et vivre la chose pleinement, et donc, bah, pas passer à côté d'un bout de sa vie, parce que moi, je mets ça dans la même catégorie quasiment maintenant. En réalité, quand tu vis sans conscience, quand tu vis sans pleine présence dans l'instant, bah, c'est du temps de vie qui compte pas. En fait, pour moi, c'est genre, si t'as vécu 40 ans dans un job que t'aimais pas et t'as juste... fait grise mine et t'as laissé passer, et que ta vie elle a duré 80 ans, t'as vécu que 40 ans. Ton enfance, ta vieillesse, fini. Bah pareil, j'avais pas envie de passer un mois à subir, à me couper de moi-même. Non, j'ai voulu passer un mois pleinement aligné. Comment j'ai fait ça? Je me suis connecté au sens profond. Mon sens profond, c'est mon message. On a tous une grande priorité dans la vie. Moi, c'est l'espoir, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je me suis dit, si je fais ça, je deviens un message intemporel, un véhicule, quelque chose qui va influencer positivement d'autres personnes. Ça va indirectement sauver des vies. Il y a des gens qui vont peut-être voir ça et par le discours que je suis en train de véhiculer là maintenant, qui vont se dire « Putain, c'est vrai que ce mec, il a rien de spécial. Il a juste avancé pas à pas. Donc si je me mettais à faire ça moi aussi. » Et on se retrouve 20 ans plus tard, donc j'aurai 45 ans et ils m'enverront un message et ils me diront « Mec, tu m'as sauvé la vie. » Qu'il l'envoie ou qu'il l'envoie pas, j'en ai rien à faire. Je suis persuadé de mon truc. J'avance vers ma mission, j'en ai rien à faire. Et je mets ça en place. Et je mets ça en place pour l'impact que ça a sur autrui, mais pas aussi l'impact que ça a sur moi. Je sais pertinemment dans quel chemin de vie ça va m'amener si j'arrête de faire des trucs comme ça. Si j'arrête de me dépasser, d'aller chercher des caps, d'aller chercher des missions de vie, soit je deviens moine et je trouve la paix intérieure et il n'y a pas de souci, soit je deviens toxicomane, SDF et je me suicide.
Donc je suis dans la voie du milieu où je suis dans l'action et en même temps dans une forme de paix intérieure, dans le sens où je me rallie à une mission de vie vraiment qui me passionne, qui me captive, qui a plusieurs sens profonds, qui rayonnent autour de moi, autour de ma propre personne. Et je reste très focus là-dessus. Et dès que je sens que j'en déconnecte, boum, je me reconnecte aux sensations que j'ai quand je suis en train de le dire, là, comme ça, là, les vraies émotions que je ressens là. Si je suis dans le moment et que ma conscience commence à s'évaporer, boum, je fais un circuit court où je reviens en permanence dessus. Ah merde, la prochaine fois, ça n'arrivera pas. Et j'essaye de réduire comme ça les moments où ma conscience s'échappe et d'être tout le temps présent. Et donc c'était comme ça que tout au long de cette traversée... Je suis sur du 90-10, je pense, ou 95-5 sur mon taux de présence dans cet événement. Sur un mois, j'étais à 95% en pleine conscience, à ressentir ma douleur, à ressentir tout l'instant présent, tout, mais aligné avec ma mission. Pas en train de réfuter le réel, ça va passer, truc. Et comment ton corps a réussi à soutenir autant d'efforts physiques sur un mois? Parce que c'est quand même assez monstrueux quand même de courir autant... Le corps, je pense que il a chez tout le monde des limites différentes vis-à-vis du passé sportif, génétique, de tout ce que tu as fait dans ta vie et de tout ce que tes ancêtres ont fait. Mais ce qui est évident, c'est que les impulsions neuronales que tu lui mets, donc tout ce que je viens de décrire avant, vont conditionner du coup le message qu'il va te renvoyer. Au bout d'un moment, si tu es vraiment imperturbable, il va pas te dire viens on arrête, il comprend que ça sert plus à rien et qu'il va juste devoir s'aligner avec ce que tu es en train de lui envoyer comme message, c'est-à-dire là on fait un mois et on court un marathon tous les jours quoi. Donc attends, avant ça, parce que tu savais que tu allais courir un mois ou c'est au fur et à mesure qu'il y avait des nouvelles casernes Ok. Ouais, c'était... Tu savais que c'était quand même prévu que ce soit un mois. J'avais pas les logements mais je partais. Et tu t'es même pas blessé, pas une contracture, une cheville oui, des blessures, il y en a plein. Ça c'est, il y en a plein. C'est là où je voulais en venir. En fait, ça, c'est le postulat de base, donc sur le côté mental et tout, qui permet du coup clairement la réalisation de cet événement. Maintenant, des blessures arrivent, oui, ça c'est une évidence. La blessure arrive, ok, qu'est-ce qu'on en fait? On la constate, comme le mal-être psychique, elle est là. Ok. J'arrête ou je continue? Je continue, ça va sans dire. Ok, jusqu'à où? J'imagine le scénario le pire, tu vois. Ouais. Il y a des scénarios que j'ai imaginés où je continuerai pas. La fracture de fatigue, c'était dans le scénario un peu intermédiaire. La vraie fracture, genre je me pète une jambe, je tombe, je me pète une jambe. Là, j'avais déjà prévu de ne pas continuer. Je voulais pas détériorer mon corps au-delà d'une certaine limite. Maintenant que ça s'est posé, ok, elle est dans quelle catégorie cette blessure? Ok, dans la catégorie des blessures avec lesquelles je continue. Ok, il y a une sensation, c'est désagréable, t'as l'impression que t'es en train de détruire ton corps, machin. Toujours appliquer le rasoir d'Occam, c'est pré-rationnel ou rationnel? Ok, c'est pré-rationnel, c'est juste les influx que mon corps m'envoie. Ok, rationnellement, on était dans quelle catégorie? Ok, on continue. Tu vois, genre, ah ouais, vraiment... c'est très robotique, comme tu disais. Oui, voilà, enfin, il y a des schémas. Mais c'est pas robotique par rapport à ce que je disais avant, dans le sens où je la réfute pas, la douleur. Elle est là, je la ressens, j'essaye pas de me concentrer sur autre chose. Non, je me concentre dessus. Je veux sentir chaque grain de douleur parce que ça fait partie de l'expérience. Ouais, je comprends. Ce serait me mentir à moi-même de la vivre autrement. Et en plus, c'est des informations, des signaux très importants sur comment se porte mon corps et comment je vais régler pour la suite. Mais du coup, il n'y avait aucune récupération pendant un mois, à part le soir, quoi. Mais... Le soir, ouais, quand on a fini la conférence, etc. Enfin, très peu. Parce qu'à l'issue de ces 30 jours, tu devais avoir des contractures dans tous les sens. Mais c'est contre-intuitif, en fait. Le début, il y a beaucoup de blessures. Et après, il y a une capacité d'adaptation qui est phénoménale. À la fin, je courais 50 km tous les jours, sans aucune douleur, sans m'arrêter. Et aussi, truc intéressant par rapport à ce que tu envoies comme influx dans ton corps, au moment où ça s'arrête, là, tu deviens tout fragile. Là, tu dis à ton corps, c'est bon, on passe en mode repos. Et là, pendant un mois et demi, je marchais sur du velours, quoi. Genre, j'avais l'impression que mon corps allait se briser à chaque... ouais, c'est ouf. Mais je l'ai laissé aller, c'était le moment de récupérer, il n'y a pas de souci. J'ai passé une semaine dans le lit, à rien faire, et petit à petit, quoi, ça s'est remis. Après, bon, voilà, je suis formé en kiné, donc ça va, tu vois, je me suis occupé de moi-même, mais voilà. C'est fou. Et ça a dû être aussi une expérience humaine assez phénoménale, parce que quand tu vois le nombre de patchs que tu as sur ton sac, tu as dû faire des rencontres assez exceptionnelles. Chaque patch, si je le prends et que je me concentre... T'as une histoire à raconter. Je peux raconter une histoire, je peux revisualiser, peut-être pas tous, mais beaucoup des
5 à 30 visages que j'ai rencontrés en lien avec le patch. Et je peux peut-être retrouver aussi un mec qui a avoué devant ses gars ses idées noires qu'il a déjà eues, ou alors qui est venu me voir après et qui m'a dit ce que tu m'as dit, c'était ce que tu as fait comme conférence là, c'était puissant. J'ai déjà vécu X, Y et qui commence à me déballer toute son histoire, quoi. C'est... Je prends pas... Enfin là, ça fait pas longtemps, mais je prends pas souvent le temps de me replonger dedans parce que c'est trop prenant émotionnellement. Là, c'est la première fois que je me replonge autant dedans depuis. Ouais. J'ai une vie à mener, je peux pas me replonger là-dedans. C'est pas la consécration de ma vie, ce truc. J'ai plein d'autres projets à mener. Mais si je voulais passer une semaine à raconter ce truc-là, je pourrais passer une semaine à le raconter. Et c'est des gens incroyables qui ont tout fait pour que ça se réalise bien, qui m'ont vraiment mis toutes les conditions en œuvre, qui m'ont donné plein d'énergie, parce que mine de rien, quelqu'un qui est impressionné par ce que tu fais, c'est un transfert d'énergie en fait. Le gars, il est là, il est pas dans l'action, il est juste impressionné, il est là, il te regarde comme un ouf, et toi, t'es là, juste tu récoltes, ça te galvanise, et génial, merci de m'avoir donné de l'énergie. Vous êtes trop sympa. Maintenant, j'espère que vous allez faire la même chose, pas forcément la même chose, mais des projets fous auxquels vous avez même pas eu l'impression un seul jour de votre vie que c'était réalisable, parce que je vous ai montré que c'était possible. Donc, réalisez le projet qui est au fond de vous, bordel. Et alors, du coup, c'est quoi tes prochains projets fous comme ça? T'as déjà réfléchi un peu à une prochaine étape? Je voulais pas mettre de projet fou sur le plan physique tout de suite dans ma ligne de vie qui arrive sur l'année pro, parce que je me suis dit que j'avais vraiment vécu une année très très dure et qu'il fallait que je me repose un petit peu, mais je les ai laissés du coup s'inviter progressivement dans ma tête, et là on est 3 mois après bientôt, 2 mois après, on est 2 mois après seulement. Il y a déjà des projets qui me reviennent. Pour l'instant, sur le plan physique, j'ai pas des choses aussi dingues. Bon, même si on va refaire une traversée de la France, mais c'est en groupe, etc. Ça n'a rien à voir avec un groupe de pompiers. En juin 2026 pour l'œuvre des pupilles. Donc ça va être vraiment très chouette. Super. À mon échelle, en tant que projet fou, j'ai pas tout de suite des choses que j'ai envie de faire. Il y a le fait que je veux performer très fort dans l'Irox. Donc ça, c'est pas un projet fou, c'est juste devenir un athlète de haut niveau dans ce sport. Je veux m'améliorer mon physique pour vraiment avoir un physique hors norme, même s'il est déjà pas mal. Vraiment rentrer dans la catégorie des gens où tu pètes un câble quand tu les vois. Rajouter encore un truc, tu vois, de c'est pas possible. Si, c'est possible. Et tout à la fois d'ailleurs, tout est possible. Par contre, quand je vais commencer à me rapprocher de la trentaine, je vais avoir accumulé une certaine endurance et je compte bien participer sur les grands événements. Diagonale des Fous, moi, c'est un truc je suis d'origine de la Réunion à la base. Ouais. J'aimerais bien retourner sur ma terre et faire cette course de barge, quoi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, explique un peu le concept. Ça dépend des éditions. Il y a des éditions où ça a été 200 km. En ce moment, c'est plus 170 km. Et il y a 10 000 mètres de dénivelé positif. On passe à travers tous les circuits montagneux de l'île. Et ça se fait d'une traite. Genre, tu dors sur le bas-côté une demi-heure et tu repars, quoi. Et donc, ça dure combien de temps, du coup, moi, à mon niveau, je vais essayer de faire ça en 2-3 jours, quoi. Mais les meilleurs, je crois qu'ils sont proches d'une journée. Ouais. Une journée, ils ouais. font ça. Ok, super. Ouais. Ambiance. Ah, il y a des gens qui font des trucs, hein. Ok. Quand tu fais tes 5 km le matin et que tu te dis, ouais, je fais une perve, ça te remet en perspective, quand même. Après, ça aura pas l'air de défi fou, c'est moins shiny, mais au-delà du plan physique, j'ai plein de projets qui me prennent des centaines d'heures de travail et qui découlent d'ailleurs de ce projet. Notamment, jusque-là, je m'occupais quasi essentiellement de la partie physique chez les personnes, même si c'est en interaction avec le mental. J'ai passé beaucoup de formations en psychologie, en psychanalyse, et je suis en train petit à petit de développer un accompagnement secondaire dont une énorme partie sera accessible d'ailleurs gratuitement, ce qui est assez fou. Là, je pense que ça va me prendre 6 mois, 1 an avant de mettre ce produit gratuit à disposition de tous. Ouais. Qui permettra du coup un peu tout ce que j'ai raconté en fait, trouver son vrai soi, trouver sa mission, être parfaitement aligné avec ce que tu fais en chaque instant, avoir tous les systèmes pour te relancer quand ça va pas, etc. Et il y aura en parallèle une version où tu pourras travailler sur les événements du passé pour changer ta perception, etc.
et créer ton futur en changeant ta perception sur les éléments futurs dont tu veux justement acquérir, mais que tu ne penses pas encore que c'est possible. Il y aura plein de choses comme ça, et j'aimerais vraiment... là, autant dans le coaching sportif, le premier but initial, tu vois, c'était d'en vivre. Maintenant, tu vois, j'ai ma boîte, elle tourne, trop bien, je suis d'ailleurs en train de recruter petit à petit des coachs. C'est bon, tu vois, genre petit à petit, mon temps se décorrèle de ce que je perçois comme argent. Là, pour le plan mental, on est vraiment en mode mission de vie, tu vois. On est vraiment en mode apporter le plus de bien possible au plus d'humains possible. Donc, forcément, un jour ou l'autre, il va y avoir des produits payants, etc. Parce que j'aurais envie de m'enrichir comme toute personne saine d'esprit. Mais je vais faire en sorte qu'il y ait une énorme partie qui soit disponible gratuitement. Ça va passer par une chaîne YouTube, ça va passer par un podcast, ça va passer par un school, ça va passer par plein de choses comme ça. Et j'ouvrirai potentiellement une asso aussi qui sera du coup spécialisée sur les métiers de l'uniforme, parce que c'est un cas très particulier, très complexe, qui ont besoin d'accompagnement vraiment de proximité. Et qui ont envie d'avoir quelqu'un du milieu qui leur parle, plutôt qu'un mec qui a juste fait 5 ans d'études et qui connaît rien à leur situation, quoi. Forcément. Super, j'ai hâte de voir la suite. Et alors, donc l'entretien va prendre bientôt fin. Alors j'aimerais te poser une question que je pose à tous mes invités. C'est historiquement ou d'actualité, si tu avais quelqu'un en tête qui incarnerait parfaitement le panache, ce serait qui? Je peux en donner deux, parce que il y a la version shiny et il y a la version un peu plus... tu vois, il faut réfléchir 2 secondes. Ouais. La version shiny, même si genre c'est pas du tout un inconvénient, c'est une personne justement que je mentionne sur cette question, c'est le général de Gaulle. Ouais. Général de Gaulle, il m'inspire tellement de puissance, rien qu'à le voir, rien qu'à l'écouter. J'ai tout qui vibre en moi, alors que j'ai pris le temps de vraiment contextualiser, de réfléchir de façon critique, etc. Je me fais hypnotiser direct. J'ai une réflexion critique sur lui, mais en même temps, il a ce rôle de papa de la nation psychologique, tu vois, qui tout de suite me met en transe. Et putain, général de Gaulle, il est incroyable. Il est incroyable, il est juste incroyable. Pour je sais pas si tu commences à citer tout ce qu'il a fait, ça, c'est bon. Le public est averti, et puis ça n'a aucun sens, genre, c'est évident. La version un petit peu plus où il faut réfléchir, qui est moins shiny, c'est Jordan B. Peterson, un professeur en psychologie qui enseignait à l'université de Toronto. Ses livres ont changé ma vie, vraiment. C'est à partir de là où j'ai commencé à œuvrer sur le domaine psychologique. Et il a quand même un fait d'arme qui est assez sympa, c'est que il a mis en péril tous ses diplômes, sa carrière de professeur universitaire, etc., pour s'opposer à une loi qui visait à mettre des éléments de langage forcés dans la bouche des gens, pour la liberté d'expression, pour qu'on ne le force pas, légalement parlant, à utiliser tel ou tel pronom pour désigner quelqu'un. Ouais. Donc si légalement, lui, je dois l'appeler lui, et elle, je dois l'appeler elle, c'est un problème en termes de liberté d'expression. Et il s'est opposé à ça frontalement. Il a reçu l'opprobre public, vu à quel point c'est un sujet touchy dans les campus américains. Ouais. Et il a réussi comme ça à se créer, au final, c'est ça que j'aime trop, une image de marque colossale à travers toute la planète. Et au final, il a impacté, mais il disait dans certaines interviews, mais je reçois des dizaines, voire des centaines de lettres par jour de gens de qui j'ai changé la vie rien que par mon livre. Il faudrait que je lui écrive la lettre un jour, parce que... C'était quand cet épisode-là je ne saurais pas dire l'année exacte. Moi, j'ai commencé à le lire il y a 3-4 ans. D'accord. Je pense que ces livres étaient déjà parus il y a 2-3 ans, donc ça doit être autour des années 2015, par là. Okay. Je pense, ouais. Ok, alors très très original. Ouais. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci pour ton témoignage. Avec plaisir. C'était très très intéressant. J'espère que le message a été transmis et que ça va en parler aux gens, notamment à ceux sous l'uniforme. C'est aussi une cause moi qui me tient à cœur. Donc je suis ravi d'avoir pu récolter ton beau témoignage. Merci à toi. Vraiment, pouvoir transmettre le message, c'est ce dont je manque. Et moi, je suis ravi d'avoir été le premier. Du coup, si tu me disais, je suis très content. Merci beaucoup, franchement. Chers amis, donc si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu d'ailleurs, partagez ce message. Je pense qu'il est vraiment important.
on se rend pas forcément compte, parce qu'on en parle peu dans les médias, de l'impact que ça peut avoir sur beaucoup de vies, de parler de ces choses-là, de parler de ces sujets-là. Faut pas oublier que les personnes sous l'uniforme, déjà ce sont des humains, comme vous et moi, sauf que eux, ils font quelque chose pour la nation, pour leurs concitoyens. Il y en a qui se battent en dehors de leur pays, loin de leur famille, pour garantir notre liberté, notre vie, notre paix. D'autres qui sont sur le territoire et qui font en sorte qu'on vive également paisiblement nos vies. Et d'autres qui sont là pour sauver nos vies. Et donc moi j'ai un lien particulier aussi avec les pompiers, parce que j'ai eu affaire aux pompiers, moi, pas personnellement, mais auprès de proches. Et je suis toujours très admiratif de leur abnégation et de leur courage. D'ailleurs, j'ai eu la chance, il y a 2 semaines, d'interviewer Claude Fuyat, qui était un médecin-chef de la BSPP. Il a écrit un livre de sang et d'or où il explique un peu tous les événements dramatiques auxquels il a participé, dans lesquels il est intervenu. Quand on met en perspective, lui, il a constaté 800 décès dans sa carrière. Donc, en fait, voilà, il y a plein de chiffres, tu te rends pas forcément compte, mais juste mettez-vous en perspective 800 décès et rendez-vous compte de ce que font certaines personnes pour nous. Et dites-vous que ces personnes-là, en fait, elles voient des choses horribles, elles vivent des choses horribles, et parfois elles sont en détresse, et elles peuvent aller jusqu'à l'irréparable. Et il faut penser à eux, parce qu'eux, ils pensent à nous au quotidien, finalement. Et leur vie tourne autour de nous au quotidien. Donc voilà, ce message, il doit être transmis. C'est important. Si l'algorithme ne le promeut pas, merde. Mais vous pouvez le faire. Et je pense que, honnêtement, c'est pas pour faire un coup de gueule, mais il y a des vidéos un peu débiles qui font des millions de vues. Bon, tant mieux pour eux. Là, il y a des vidéos qui sont importantes, des messages qui sont importants à transmettre. Et c'est ce moment-là où vous devez ne plus être de simples consommateurs de contenu. Vous pouvez aussi être des acteurs, parce que ce sont des sujets qui sont importants et qui touchent à des vies humaines et à des personnes qui le méritent. Donc voilà, je vous pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Mais un petit commentaire, un petit like, ça vous prend une demi-seconde. Alors que probablement que certains passent des heures à scroller des vidéos de gens qui dansent. Donc voilà, je mets ça là. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que le message est passé. Et je vous dis à bientôt dans Portrait de Panache.